On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans nos train-train quotidiens, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. On parle d'inclusion sans blabla, mais ça veut dire quoi ? Inclure sans blabla, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, je n'existe pas sans le nous. Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors semblable, ce sera sans blabla, et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble, les uns et les unes à côté des autres. Dans cette saison Agir autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent, des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut sans blabla ? Il y a plusieurs méthodes à ça. Rémi de Merseman, bonjour. Vous débutez votre carrière professionnelle dans l'industrie automobile et il y a 19 ans à la naissance de votre premier enfant, vous constatez un besoin et choisissez de gérer une crèche associative. Sur le tas, vous décidez de renverser votre carrière et créer un réseau de 50 crèches associatives qui comprennent à peu près 350 salariés, baptisé la part de rêve. Quelque temps plus tard, vous souhaitez promouvoir et développer la notion d'entreprise responsable et en ce sens, vous créez la fondation Oikos qui va devenir la cité de la RSE et de l'impact. Cette fondation compte 3 antennes, une à Toulouse, une à Lille et une à Paris, dans lesquelles les gens peuvent venir voir des expos, rencontrer des entrepreneurs et suivre des formations sur cette notion d'entreprise responsable. Alors qui êtes-vous précisément, Rémi ? Bonjour, quelle magnifique introduction. Alors, je suis un peu tout ça, un peu effectivement un ingénieur fondamentalement avec le côté rigoureux, mais aussi le côté créatif de l'ingénieur. Je suis un entrepreneur, je suis également un père de famille, je suis surtout un être humain sur Terre, très convaincu de l'importance de penser ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, et de faire ma part. Voilà. Rémi, on vous connaît beaucoup pour vos actions que vous portez avec la Cité de la RSE et de l'Impact. Comment vous définiriez la RSE ? Alors d'abord, expliquer RSE pour responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est pour moi la manière la plus simple de l'expliquer, c'est d'expliquer que c'est une amélioration continue des entreprises, c'est-à-dire une manière pour les organisations, même au sens large, pas que les entreprises d'ailleurs, d'améliorer leur façon de fonctionner, avec un focus, un objectif qui est d'avoir un impact sur la planète, sur notre société et sur les salariés le plus vertueux possible. Voilà. C'est vraiment ça la RSE. Et je fais souvent le parallèle avec, ça c'est mon passé industriel, avec l'amélioration continue qu'a connue l'industrie française dans les années 80, qui s'appelait la qualité. Puisqu'il faut se souvenir que dans les années 60-70, l'Europe a vu arriver des produits japonais notamment et des méthodes de management industriel très différentes en termes de qualité. Et l'industrie française notamment a dû s'adapter à ça et a fait ce travail d'amélioration continue à l'époque avec ce focus de dire il faut qu'on fasse des produits plus qualitatifs. Aujourd'hui, depuis 10, 15, 20 ans maintenant, alors depuis un peu plus massivement depuis 2-3 ans on va dire, l'ensemble des entreprises et des organisations en France a pris conscience de l'importance de tenir compte de sa responsabilité. Et donc cherche, et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, on le voit, cherche le bon moyen de rentrer dans cette démarche d'amélioration continue qui est la RSE. Très bien. J'ai pu, lors des recherches que j'ai effectuées pour construire cette interview aujourd'hui, constater que vous parliez souvent de l'entrepreneur à impact. Quelle différence faites-vous entre un entrepreneur et un entrepreneur à impact ? Alors, j'ai été les deux, donc je peux parler de mon expérience. Je peux difficilement généraliser et prétendre connaître tous les entrepreneurs et tous les entrepreneurs à impact. Mais je dirais que être un entrepreneur à impact, c'est être un entrepreneur qui ne pense pas uniquement à la performance économique de son entreprise, mais qui vraiment tient compte dans son mode de fonctionnement des réflexions qu'il peut mener sur l'impact de son activité et de l'activité de son entreprise sur tout l'écosystème. Et c'est vraiment un écosystème au sens large, c'est-à-dire c'est autant les êtres humains que la nature ou que la planète. C'est vraiment ça la différence entre un entrepreneur et un entrepreneur à impact. Je dirais que c'est le niveau de conscience. Tous les entrepreneurs essayent d'être des bons entrepreneurs, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont une entreprise qui fonctionne. Les entrepreneurs à impact réfléchissent à avoir une entreprise qui fonctionne de manière à la fois soutenable et durable. Durable au sens où elle va être pérenne et soutenable au sens où elle ne va pas être pérenne au détriment
de la planète ou au détriment de ses salariés ou au détriment de ses riverains. Et comment on mesure aujourd'hui son impact positif en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous avez un exemple? Vous parliez tout à l'heure d'environnement, vous parliez de collaborateurs, collaboratrices. Comment, d'après vous, on peut mesurer cet impact-là en tant qu'entrepreneur? Alors, il faut déjà se souvenir que, je le dis assez souvent d'ailleurs, 90-95% des entrepreneurs veulent être des entrepreneurs à impact. Je connais très peu de monde qui me disent: «Moi, je veux être un entrepreneur pourri, je m'en fous de la planète, je m'en fous des autres, ce qui m'intéresse, c'est ma tronche». Non, ça, j'en connais vraiment très, très peu, qui le pensent. La plupart veulent être à impact. Et effectivement, on se pose la question de dire: «OK, mais je fais comment?» Je fais comment? Ça commence par dire, «J'en suis où?» Quand j'ai commencé, moi, l'activité d'entrepreneur, alors je me suis occupé de la crèche de ma fille au départ et de développer ce réseau. Ça a été une question assez rapide, enfin, qui s'est posée assez rapidement à moi, puisque je me suis retrouvé d'une petite structure où on avait 6 salariés, 20 enfants et 200 000 euros de chiffre d'affaires, à une structure qui grossissait, où il fallait mettre du middle management et où on perdait le contact et la perception immédiate de l'impact qu'on avait, notamment à partir du moment où on avait un siège social qui était à distance des crèches, on perdait le contact avec les enfants, avec la joie de vivre qu'on pouvait amener. Donc, s'est posé très vite cette question de dire: OK, mais finalement, quel est notre impact? Comment on peut le mesurer? Et comment on peut, une fois qu'on l'a mesuré, l'améliorer? Ben, c'est un sujet qui reste aujourd'hui complexe. Il y a, et c'est tout l'objet de la Fondation ECOS, hein, pour vous dire un petit peu en avance le raisonnement. Il y a depuis des années de nombreuses manières de comptabiliser l'impact qui ont été mises en place en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de votre type d'entreprise, en fonction de votre fédération professionnelle. Vous pouvez avoir accès à différentes manières de prendre en compte votre impact et de le comptabiliser, et qui se raccrochent souvent à des labels. Le label n'est rien d'autre que finalement une traduction d'une manière de comptabiliser votre impact. Et donc, la réflexion, moi, je l'ai vécue. À l'époque, il n'y avait pas autant de labels que maintenant, hein. On parle quand même de 2010, 2011, quand on a réellement commencé à travailler sur ces sujets dans notre entreprise à l'époque, dans la part de rêve. Et donc, il n'y avait pas tous ces labels, il n'y avait pas toutes ces références. Donc, on a essayé de travailler à ce qu'on avait, c'est-à-dire notre propre façon de fonctionner, notre propre cerveau. On s'est réunis en équipe. Puis, on a poussé la réflexion. Et en 2015, quand on a créé la Fondation ECOS, alors je dis on, hein, c'est moi qui suis à l'origine de la fondation, mais il faut bien comprendre que c'est quand même un regroupement dès le départ d'entrepreneurs, de chercheurs, d'experts, d'amis qui ont partagé avec moi cette envie de développer cette offre. L'idée a été de dire on doit offrir finalement à l'ensemble des acteurs économiques une grille la plus complète possible de lecture et d'analyse de quel est mon impact finalement. Et on a notamment financé des travaux, des thèses, des travaux de recherche pour pouvoir arriver à une décomposition qui vaut ce qu'elle vaut et qui est infiniment contestable et qu'on retrouve sur l'encyclopédie collaborative en ligne wikirse.org que nous avons créé pour ça justement, avec la logique collaborative pour que l'ensemble des personnes qui s'intéressent à l'RSE puissent venir y travailler, où on a décomposé finalement l'impact de n'importe quelle entreprise en 174 sujets. Alors c'est énorme, hein, 174, ça fait très vite très peur. Mais en fait, quand on y réfléchit, quand vous prenez les différentes normes qui existent, les différents labels qui existent, quand on y réfléchit, finalement, tout se décompose en un certain nombre d'activités sociales, sociétales, environnementales ou purement économiques. Et toutes se raccrochent les unes aux autres. Donc, on a mis en place cette grille de lecture de la RSE en 174 thématiques, et on a voulu évidemment aller beaucoup plus loin, parce que si vous êtes entrepreneur et puis on vous dit allez, hop, tu regardes, il y a 174 sujets, vas-y mon gars, c'est juste totalement ingérable. Et donc on a mis en place une grille de lecture qui permet à chaque acteur économique, en fonction de sa taille, son secteur et sa maturité, de commencer à comprendre où il devrait se situer par rapport à chacun de ces 174 sujets, et puis surtout par quel sujet commencer. Parce que c'est pas le tout de comprendre quel est son impact. L'intérêt de le comprendre, c'est de pouvoir progresser. Mais quand vous avez 174 sujets à aborder, soit vous faites des impasses et on vous traite de greenwashing, c'est très fréquent,
On vous dit ah c'est super, vous faites des choses formidables pour vous planter des arbres, mais en fait dans le même temps vous maltraitez vos salariés. Ah bon? Ah mais je fais comment moi? Donc il y a un ordre de priorité qu'on peut proposer. Et donc au sein de la Fondation Ecos, avec le comité scientifique, on a travaillé pendant 3 ans là-dessus. Et donc en plus des 174 sujets, on a proposé cette grille d'analyse qui permet à chacun très simplement de se confronter à quel devrait être son ordre de priorité en fonction de sa taille, son secteur et sa maturité. Et c'est vraiment un point de départ. C'est-à-dire que là, on peut commencer à se dire, OK, très bien, il vaudrait mieux que je commence par l'impact sur la biodiversité. Et puis en deuxième point, vu mon secteur, on me propose de regarder la gouvernance partagée. OK, excellent. Comment je fais pour avancer? Voilà. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'appropriation des sujets de la RSE. Wiki RSE permet ça, vous comprenez mieux quels sont les sujets de quoi on parle, et puis d'avoir une grille de lecture qui vous permette d'avancer à votre rythme, parce que sinon, on le voit bien, le tout ou rien, ça fonctionne pas, et les acteurs économiques savent pas par quel bout aborder le sujet. Donc à partir de Wiki RSE, on peut accéder à un ensemble d'outils gratuits, on est vraiment dans la logique de la fondation qui donne et qui partage, qui permettent de commencer à cheminer à son rythme en RSE. Et du coup, le site, Rémi, c'est wikirse.org, c'est ça? C'est ça, wikirse.org. Alors, l'intitulé encore aujourd'hui, ça renvoie sur Wiki Impact, parce qu'il y a eu un débat à un moment entre la RSE et l'impact, mais c'est vraiment le même sujet. Et vous avez, à partir de Wiki RSE, accès à la plateforme monespaceRSE.com ou .fr, c'est la même chose d'ailleurs. MonespaceRSE.fr, que la Fondation a créé également, et qui est une plateforme gratuite, qui est celle qui permet de se confronter aux 174 sujets soi-même, de pouvoir accéder à une médiathèque de contenu en ligne, de pouvoir identifier des partenaires potentiels avec lesquels travailler pour des conférences ou autre, en fonction de ces sujets, et d'archiver ces démarches et de pouvoir se mettre en mode projet RSE dans son coin. L'idée étant de se dire, toutes les entreprises ne sont pas des grands groupes, et je dirais même que la très très grande majorité des entreprises sont des entreprises de petite taille ou de très petite taille, et donc il n'y a pas d'énormes budgets qu'on peut consacrer à ça, il n'y a pas énormément de temps, donc il faut faciliter, il faut lever les barrières. Et tout le travail de la Fondation Ecos, c'est de faire en sorte de lever les barrières à l'entrée, que ce soit les barrières de temps, de compétences, de ressources financières, pour permettre à chacun de commencer à avancer en matière de RSE. On fait le pari que si ne serait-ce que 100 000 entreprises s'engagent à faire de la RSE, ça ruissellera et toutes les entreprises se mettront à faire une véritable RSE. Et on pourra éventuellement en reparler. Je parlais tout à l'heure du saupoudrage qui génère du greenwashing. C'est l'un des enjeux actuels aujourd'hui pour les entreprises, de ne pas se faire attraper pour une bonne volonté qui ne donne pas le bon résultat. Rémi, ce que vous dites est très intéressant. Et question, faut-il changer de modèle économique pour pouvoir mettre en place une politique RSE au sein de son organisation ? Alors, il est bien clair que pour les entreprises qui ont des modèles économiques basés exclusivement sur ce qui fait du tort à la planète, il va falloir se poser les bonnes questions. Maintenant, la réponse n'est pas du tout. Il n'est pas du tout nécessaire de tout remettre en cause quand on fait de la RSE. Le point de départ, c'est la stratégie des petits pas. C'est de commencer par se poser des questions. Vraiment, il faut toujours commencer par se faire une petite compréhension de quel est mon impact, quels sont mes impacts, puisqu'il y a des choses qui se cachent, le diable se niche dans les détails, et on ne sait pas forcément tout de suite quel est son impact. Donc encore une fois, sauf si on est vraiment une industrie qui crée du cancer de manière connue, et auquel cas, de toute façon, il faut se poser les bonnes questions, mais dans 99,99% des cas, des organisations qui peuvent écouter ce qu'on dit là, très clairement, il ne faut pas remettre en question son modèle économique au point de départ. Le point de départ, c'est vraiment comprendre mes impacts et voir comment progresser. Après, une fois qu'on a entamé la progression, ce que j'appelais l'amélioration continue, de manière naturelle se fait l'évolution du modèle économique ou du modèle de service pour d'autres organisations. Mais j'aurais tendance à dire que c'est de toute façon quelque part un rattrapage de l'air du temps et une adaptation à la situation telle qu'elle est et pas la situation telle qu'elle était dans le passé. Parce que il faut voir que l'attente de RSO, on dit RSO pour les organisations, cette attente-là, j'ai dit tout à l'heure, ça fait 2-3 ans que les choses évoluent beaucoup. C'est évidemment lié à la situation économique et sanitaire du Covid.
ces attentes-là du grand public, des clients, des usagers, elle a évolué et elle a augmenté. Il y a une prise de conscience massive de l'impact de nos activités sur la planète, de l'impact de nos activités sur nos salariés, sur nos collègues, sur les populations autour de nous, sur même les populations loin de nous qu'on fait travailler et qui meurent sur des chantiers de stades de foot, par exemple. La prise de conscience, elle est importante. Et donc, il y a une adaptation qui se fait déjà de la part de beaucoup d'entreprises ou d'organisations autour de ces sujets-là, mais qui se fait de la même manière que je le disais au début. Au départ, on le fait un peu au juché en se disant ok, très bien, qu'est-ce qu'il faut faire, et en vitesse, on fait quelque chose, et on se fait souvent tacler de greenwashing parce que finalement, on n'a pas une analyse qui est complète. Mais on fait déjà cette progression et cette évolution. Et c'est ça qui est intéressant avec la RSO, c'est que en se posant les bonnes questions de quels sont mes impacts, en réfléchissant à quel est l'ordre de priorité dans lequel les aborder. Alors on peut le faire seul, on peut aussi se faire accompagner, et la Fondation Oikos est là pour ça, pour accompagner ceux qui savent pas dans quel ordre de priorité prendre. Eh bien, en se posant ces questions-là, on se pose les bonnes questions sur son activité en tant qu'organisation, sur ses tenants et ses aboutissants, y compris la question du modèle économique. On repose à plat les sujets. En amélioration continue, les choses ne se font pas en 2 minutes 30. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de prendre le temps, de s'engager dans une démarche. Et donc, on fait évoluer petit à petit son modèle économique de manière adaptée à son organisation et adaptée à son public, à ce qu'on appelle les parties prenantes en RSE. C'est-à-dire que je connais pas, moi, d'organisations qui changent tout du jour au lendemain pour cause de RSE. Très, très peu. C'est vraiment l'exception. Et alors qu'il y a énormément d'entreprises qui s'engagent en RSE et qui se donnent le temps de le faire et qui se donnent le temps d'avancer. Se pose, évidemment, la question de l'urgence. L'urgence climatique, l'urgence sociale. Et donc, il y a des points sur lesquels les priorités vont être plus marquées que d'autres par rapport à cette urgence. Et c'est tout le travail du comité scientifique de la Fondation Oikos que de travailler sur cette logique de quelles sont les urgences actuelles. Du temps de la période sanitaire Covid, il y a eu des urgences sanitaires qu'il a fallu mettre en place, et de pouvoir adapter ça de manière régulière et fréquente pour faire en sorte que les réflexions de tous les acteurs économiques qui ont envie de se mettre à faire de la RSE, eh bien, puissent être adaptées, y compris aux urgences. On n'est pas sur une matière éthérée qui est pas en lien avec le réel, on est au contraire sur une amélioration continue qui est vraiment en lien avec le réel et qui permet de faire les adaptations nécessaires pour son organisation, mais aussi pour ses parties prenantes directes et indirectes. Du coup, par rapport à ce que vous disiez, comment faire en sorte justement que, vous parliez tout à l'heure de greenwashing, ça peut être aussi du social washing, enfin voilà, on peut être taxé de plusieurs choses. Comment faire en sorte en fait d'incarner une politique RSE à proprement parler? Alors, si on parle de l'incarnation en tant qu'entrepreneur, il faut se poser soi-même les questions de son propre impact. Il est difficile d'être dissonant entre un dirigeant d'entreprise qui aurait des pratiques qui seraient irréfléchies, voire qui pourraient poser problème à la société ou à la planète, et vouloir avoir une organisation qui, elle, soit exemplaire. Et ça, c'est pareil, on voit les dysfonctionnements ou les dissonances, on voit que ça fonctionne rarement. On l'a vu dans l'autre sens avec des dirigeants de grandes entreprises, je citerai pas de nom, mais qui se sont fait débarquer parce qu'ils avaient commencé à incarner une stratégie qui allait au sens de leur partie prenante interne qu'on appelle les actionnaires, trop loin en direction de la vertu. Donc pour l'incarnation, il faut déjà se poser soi-même les bonnes questions. Et une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, il faut prendre le temps de mener la réflexion sur comment communiquer de manière responsable. J'ai rencontré des gens qui avaient une révélation, qui du jour au lendemain m'ont dit moi j'ai assisté à une conférence sur les RSE, c'est formidable, et c'est super, et je suis vachement content pour eux, et c'est très très chouette, et qui parfois embrayent trop vite et veulent aller trop vite. C'est là où ils ont le danger de se faire prendre en greenwashing. On est sur une logique d'amélioration continue. Donc quelqu'un qui veut incarner la RSE dans son entreprise, il faut qu'il ait l'humilité de le dire à son équipe, et de dire à son équipe, ben voilà, on a du travail devant nous, et j'ai envie de travailler avec vous pour
à avancer dans cette direction-là. Alors que ces équipes sont toutes ces parties prenantes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la RSE, on va en parler à ses fournisseurs, on va en parler à ses actionnaires, on va en parler à ses clients, on va en parler aux villes, enfin aux conseils municipaux des communes où on est implanté, et on va juste poser le sujet en disant voilà, nous souhaitons, moi, dirigeant d'entreprise, je souhaite que mon entreprise s'engage dans cette dimension-là. Je souhaite ouvrir la discussion avec vous et je souhaite réfléchir à ce qu'on va faire. Ça, c'est la meilleure manière d'incarner la RSE, c'est d'avoir cette humilité-là et de faire cette annonce. Et cette annonce-là, elle peut être faite de manière très très large. Là, pour le coup, on peut bombarder LinkedIn de sa volonté de faire et appeler à ces parties prenantes à rejoindre cette démarche-là. Est-ce que la RSE, selon vous, Rémi, s'adresse à tous les types d'organisations ou à tous les domaines d'activité ? Absolument, et c'est un de ses enjeux. Parce que ça complexifie énormément les choses. On comprend bien qu'entre un jeune journaliste indépendant qui s'installe à son compte et une société agroalimentaire de 40 ans d'âge, j'allais dire multimillionnaire, mais en fait vraiment qui partout dans le monde. On voit bien que les enjeux stratégiques sont pas les mêmes, et pourtant les deux sont concernés par la RSE. Et les deux doivent pouvoir s'engager. Ça a été l'objet d'une longue réflexion en notre sein, de savoir est-ce qu'on devait privilégier le fait d'accompagner les grandes organisations, on va dire, pas que les entreprises, mais les grandes organisations, l'État par exemple, les grandes communes, et les grandes entreprises, en priorité, en disant ça allait ruisseler, et je prends exprès l'expression, ou est-ce qu'il fallait mettre à disposition des outils pour tout le monde, en se disant que la somme des petits ruisseaux que sont les indépendants, par exemple, peut faire des grandes rivières. Et bien on a tranché en disant qu'il fallait traiter tout le monde, parce que l'urgence elle est pour tout le monde, parce que les choses vont vite. On voit par exemple qu'il existe aujourd'hui un dispositif qui s'appelle EcoVadis qui s'impose aux grandes entreprises du CAC 40 et qu'elles doivent imposer à leurs fournisseurs. Et ben on se retrouve parfois à rencontrer des toutes petites entreprises qui me disent moi je pensais que la RSE ça me passait au-dessus de la tête. Et en fait, le donneur d'ordre de mon donneur d'ordre m'impose d'être une bonne note sur EcoVadis et je sais pas comment faire, quoi. Voilà. Et donc, nous, on a senti ça très vite. Et donc, dès le départ, on a dit, il faut que l'ensemble des outils qu'on propose puissent s'adresser autant à l'étudiant, aux chômeurs, aux salariés, à l'indépendant, que aux plus grandes organisations. On a eu pendant des années la préfecture de région Occitanie dans nos locaux à la Cité de la RSE à Toulouse, et on a en ce moment même là, on est en train de faire des fresques de la RSE aux étudiants de Toulouse School of Management. C'est-à-dire que les dispositifs qu'on a mis en place peuvent toucher tous les acteurs, parce que tous les acteurs sont concernés, quel que soit le tritique, c'est la taille, le secteur et la maturité de l'entreprise. Rémi, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager sur justement les entreprises ou les organisations en fait qui agissent avec la Cité de la RSE et de l'impact? Est-ce que vous avez des chiffres clés comme ça à nous partager? Alors on a un taux d'audience. Alors merci Covid, ça pour le coup, faut voir que la Cité de la RSE, on a longtemps été toulousano-centré, puisqu'on a fait une expérimentation à Toulouse à partir de 2015. Et grâce au Covid, on a été obligé de fermer nos établissements pendant quasiment 2 ans, et donc de faire de l'internet, du digital. Et donc on a une audience qui est de l'ordre de 100 000 personnes par mois, qui s'intéressent au sujet que nous pouvons proposer. Nous organisons semaine prochaine le premier congrès international de la RSE. C'est une démarche que nous avons lancée il y a un an et demi, et que nous co-organisons avec. Alors c'est nous qui sommes à la manette, et on a vraiment le bonheur d'avoir l'AFNOR, le groupe AFNOR à nos côtés qui participe, ainsi que plusieurs universités françaises du réseau des IAE. Et il faut bien comprendre que ce congrès que nous avons lancé touche 19 pays. Et ça, c'est un point que je voulais aborder, c'est-à-dire que quand j'ai dit tout à l'heure la RSE touche tout le monde, mais c'est touche tout le monde dans le monde. Avec une économie mondialisée, on peut difficilement être un acteur français qui fait de la RSE sans se poser la question de ces parties prenantes qui sont situées à l'étranger. Et donc voilà, le fait d'avoir
100 000 personnes chaque mois qui regardent ce qu'on produit, et on produit sous différents formats. Hein. On fait des interviews, des émissions, on produit des textes, et on fait exprès justement des conférences, des webinaires, etc. Pour nous, ça a été une révélation de l'audience que la RSE peut avoir, et 19 pays qui très vite ont réagi en disant nous on est intéressés pour ce congrès international de la RSE. Ça aussi c'est un autre chiffre qui nous interpelle en ce moment même d'ailleurs. Donc je sais pas dire combien de personnes seront semaine prochaine au congrès international de la RSE, mais on a déjà plusieurs milliers de personnes qui se sont déclarées intéressées par le dispositif, sachant que responsabilité oblige, on a rendu le congrès 100% accessible à distance. Il n'y a pas besoin de se déplacer, et c'est vraiment tout l'esprit de ce qu'on fait. Super. Justement, cette dernière phrase m'amène à la question suivante. Comment l'inclusion s'intègre dans une politique RSE ? Alors elle en fait partie de manière importante, et là aussi c'est un des enjeux de l'inclusion actuellement. Alors vu de la distance que j'ai, je suis pas un spécialiste de l'inclusion, donc vu de cette distance-là que je me permets de prendre, l'inclusion a vécu pendant des années avec une attention particulière sur cette approche qui permet d'avoir une action vertueuse et importante. Et maintenant que la RSE prend une place importante, il faut pas que l'inclusion dans les esprits diminue d'importance. Au contraire, la RSE, c'est une manière d'organiser l'impact, comme on en parlait, et l'évolution dans l'impact, et l'inclusion en fait grandement partie. Les parties prenantes des organisations sont les salariés présents et potentiels. La question de la diversité de ces salariés, la question de l'inclusion permettant d'avoir des profils différents et permettant aussi aux parties prenantes externes, que sont les riverains, ce qu'on appelle les riverains, mais de pouvoir intégrer et accéder à l'entreprise, sont des paramètres extrêmement importants. La RSE est vraiment une approche très globale dans laquelle l'inclusion a une place importante, qu'il faut œuvrer pour faire en sorte qu'elle soit toujours prise en compte par un certain nombre d'acteurs qui faisaient de l'inclusion ou qui faisaient appel à des structures d'inclusion et qui aujourd'hui pourraient se dire ah bah tiens, je fais de la RSE, donc c'est super, je vais faire aussi du développement durable au niveau écologique, je vais faire aussi un travail sur l'égalité en interne, et du coup réduire un peu l'inclusion. Donc pardon, je sais pas si je suis très très clair, mais pour moi c'est un enjeu important pour l'inclusion fait partie de la RSE, et c'est un enjeu important pour l'inclusion que de justement continuer à être mis en avant en tant que sujet propre. Ok, donc si je comprends, en tout cas si je résume ce que vous disiez, en gros aujourd'hui c'est pas parce que on est dans une politique RSE que ça doit réduire les actions qui sont portées en faveur de l'inclusion, mais au contraire ça doit les porter dans le cadre de la politique RSE. Les inclure. Exactement. Et alors ça c'est l'enjeu positif, c'est-à-dire que ça peut sortir et ça devrait sortir l'inclusion de la partie des entreprises qui dirait c'est super, on fait de l'inclusion donc on fait bien, et pour la faire rentrer dans l'amélioration continue de toutes les entreprises. Ça c'est l'enjeu extrêmement positif, c'est-à-dire que grâce à l'RSE, toutes les entreprises vont voir apparaître le sujet de l'inclusion parmi leurs priorités à un moment ou à un autre dans leur analyse. Et ça c'est vraiment un enjeu formidable. Mais à l'inverse, il faut veiller à ce que ceux qui faisaient vraiment beaucoup d'inclusion et qui s'étaient emparés du sujet de manière très 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 forte ne viennent pas à le réduire en disant on va faire aussi d'autres choses. Parce que le besoin n'a pas réduit. Hein. Le besoin d'inclusion, c'est pas parce que la RSE est apparue au grand jour, on va dire, parce que c'est pas nouveau, que l'inclusion a moins besoin qu'on s'intéresse à elle. Du coup, quelles sont les actions qui sont portées par la Cité de la RSE en matière d'inclusion ? Est-ce que c'est au niveau des achats ? Est-ce que c'est au niveau du recrutement ? Est-ce que c'est au niveau de l'accessibilité ? Alors,
on se pose la question à chaque fois et pour chaque action. Il y a des choses très très simples qu'on fait depuis longtemps sur les achats, effectivement, d'aller chercher les fournisseurs qui peuvent nous permettre de faire de l'inclusion. Nous ne sommes pas une grosse équipe, donc c'est pas forcément facile de faire nous-mêmes les actions d'inclusion dans notre propre organisation, mais c'est vraiment une réflexion à chaque étape. Après, ce que nous faisons beaucoup, c'est la mise en avant de ces sujets dans nos différentes communications, mais de la même manière que nous faisons la mise en avant de tous les sujets de la RSE. Et participer à une interview, à un podcast comme aujourd'hui, ça participe à ça. J'ai bien conscience que le fait d'être cité de la RSE nous permet d'avoir une exposition plus large qu'un certain nombre d'acteurs, et donc le devoir, c'est de faire en sorte que cette exposition, elle bénéficie à l'ensemble des sujets qui en ont le plus besoin. L'idée, c'est pas l'exposition pour nous, mais l'exposition pour les sujets qu'on défend, comme l'inclusion. Justement, tout à l'heure, on parlait de votre début de carrière avec la création de La Part de Rêve. Aujourd'hui, comment liez-vous la vie d'entrepreneur avec votre vie personnelle ? À la fois avec beaucoup d'implications et beaucoup de distance. Je m'explique. Beaucoup d'implications parce que, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, j'ai commencé l'entrepreneuriat sans compter. Et je me suis embarqué là-dedans avec énormément de cœur, surtout que j'avais la chance d'être dans une activité qui me passionnait et qui me parlait tout de suite. Moi, quand j'étais gamin, je voulais 5 enfants. J'ai la chance aujourd'hui d'être père et beau-père de 7 enfants à la maison. Et c'est quand ma première fille est née que j'ai eu la chance, là aussi, de découvrir cette activité de la crèche, de l'accueil petite enfance. Et donc, j'ai pas compté mon temps, j'ai pas compté mon énergie. Il faut comprendre que mon activité d'entrepreneur, les 6 premières années, je l'ai menée en parallèle de mon activité d'ingénieur à temps plein. Et en parallèle de mon activité de papa, puisque j'avais 1, puis 2, puis 3 enfants avant que je ne passe à temps plein sur mon activité d'entrepreneur. Donc j'ai fait ça, ce qui a été exaltant et ce qui en même temps a été fatigant et problématique. Donc j'ai fait ça et j'ai appris à créer de la distance. Alors créer de la distance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je réussis aujourd'hui à déconnecter complètement le soir, le week-end, quand je le décide. Évidemment, parfois je ne décide pas de déconnecter, mais je fais attention à ne pas embarquer dans ma connexion d'autres autour de moi. Ça, c'est un point de vigilance extrêmement important. Mais je réussis à déconnecter. J'ai appris à dompter mon tempérament et mon envie d'entreprendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est selon ma définition, c'est vraiment un tempérament de créatif et de quelqu'un qui se laisse prendre par sa passion d'entreprendre, justement. Et donc j'ai appris à mettre la distance, à prendre plusieurs semaines dans l'année où j'ai pas de téléphone, où j'ai pas d'accès à mail, et où j'ai organisé avec mon équipe le suivi et le remplacement. Vous voyez, on est mardi là au moment de l'enregistrement. Demain on est mercredi, et demain après-midi je suis pas au travail, et tout le monde le sait, parce que demain après-midi je suis papa bi-hebdomadaire, et une semaine sur 2, le mercredi après-midi je suis avec mes enfants, et puis point barre. Le soir je rentre et c'est un débat permanent avec ma compagne, et je rentre et je m'efforce de faire à manger et vraiment de prendre le temps avec les enfants, et les enfants viennent faire à manger avec moi et je leur apprends à faire à manger, et on passe du temps là-dessus. C'est pas du tout que j'aime la cuisine, moi je suis pas quelqu'un qui aime cuisiner et qui sait le faire, mais c'est pour reprendre pied dans la famille, pour faire ma part dans la famille aussi. C'est-à-dire que je m'interdis de penser que comme j'entreprends et comme je crée de la valeur quelque part, plus que mon épouse qui n'entreprend pas, donc on pourrait dire que je crée plus de valeur qu'elle. C'est pas vrai, hein. Encore une fois, vraiment, c'est un poncif. Du coup, je pourrais me laisser aller en disant oui, du coup je vais être moins à la maison et elle va le comprendre. Et non, c'est pas voilà, c'est une discipline personnelle
vis-à-vis de mon travail, mais c'est aussi un combat que je mène dans la famille, pour que dans la famille, il n'y ait pas l'impression que papa étant très occupé, c'est légitime que il fasse pas à manger, qu'il soit fatigué, alors que je sois fatigué, oui, évidemment, mais tout le monde est fatigué et tout le monde est aussi légitime. Voilà, c'est un combat entre guillemets. Alors c'est un doux combat, hein, c'est pas un combat compliqué, mais c'est de l'organisation. Mais c'est un point de vigilance. C'est un point de vigilance de l'entrepreneur que je suis, parce que je sais que si je peux être entrepreneur, c'est parce que j'ai les conditions autour de moi qui me le permettent, et pas uniquement les conditions qui me permettent de ne faire que ça, mais aussi les conditions qui me permettent de m'épanouir, d'avoir un retour bienveillant quand j'en ai envie, de me ressourcer, de méditer, de profiter, voilà. Et c'est un travail d'équipe, et je dis vraiment très souvent que seul on va vite et ensemble on va loin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller loin, longtemps. Je suis marathonien réellement. C'est-à-dire j'ai couru, j'ai dû courir 5 marathons. Alors, c'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose. Et l'une de mes envies dans la vie, c'est peut-être surprenant, mais c'est vrai, c'est de courir un marathon avec mon épouse quand on aura 80 ans tous les deux. Parce que ça voudra dire qu'on est allé assez loin, y compris dans le respect de soi, d'abord dans le couple. Ça veut dire qu'on aura fait attention au couple et qu'on aura toujours envie de courir ensemble à cet âge-là, mais aussi dans le respect de mon corps, dans le respect de mon état d'être, et dans l'écosystème qui fera que les conditions seront remplies pour le faire. Super. C'est beau. Oh. Ça n'a pas cette prétention, je suis désolé. Non, mais c'est chouette surtout. C'est un message qui est beau et qui tend à être véhiculé aussi. Donc, dans le podcast semblable... Pardon. Non, allez-y. Je rebondissais sur le fait de véhiculer. Moi, j'ai été membre du Centre des jeunes dirigeants pendant quelques années ici à Toulouse, et j'ai animé une plénière à un moment sur le sens de la réussite. Et donc là, on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais tout ça se connecte aussi à ça. C'est-à-dire qu'être entrepreneur, la plupart des gens a pas envie d'être entrepreneur. Les gens ont envie d'être entrepreneur à succès. Donc un entrepreneur qui réussit, c'est ça dans l'inconscient des gens. Ouais, mais c'est quoi la réussite? Et c'est ça la question. C'est quoi la réussite? Moi, j'ai connu les pires difficultés dans les entreprises. Faut pas croire qu'on réussit tout à chaque fois. J'ai connu des réussites que je trouve moi formidables, mais finalement le sens de la réussite, c'est quoi? Et moi je me suis beaucoup posé cette question-là en préparant cette conférence à l'époque, et c'est vrai que ça me guide beaucoup de me dire réussir, c'est pas flamboyer, gagner plein d'argent, avoir plein de salariés. J'ai eu 350 salariés, je sais ce que c'est d'avoir plein de salariés. C'est super, c'est formidable. Mais aujourd'hui, je suis à la tête d'une fondation et de 5 ou 6 entreprises en même temps. J'en fais pas le compte exprès, volontairement. Et c'est des entreprises qui sont de petite taille ou de très petite taille, et c'est correct. La réussite, je l'ai mise où? Moi, je l'ai mise dans le fait de donner et d'apporter ma pierre à l'édifice collectif en vue d'avoir une planète toujours vivable et sur laquelle la population vit bien. C'est ça, voilà. Et je pense que c'est l'un des points les plus importants et l'un des conseils pour les entrepreneurs, c'est vraiment de se poser la question de c'est quoi le sens de la réussite pour soi, au moment où on se le pose la question. Peut-être que dans 6 mois, ce sera différemment. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera différemment. C'est correct aussi. L'important, c'est de se poser cette question-là. Et si on veut être un entrepreneur à impact, de se poser cette question-là de la réussite en tenant compte de son impact. Voilà. Top. Du coup, j'hésite entre 2 questions. Du coup, dans le podcast semblable, on aime bien donner de la voix à des organisations qui ont pas trop d'audience, pas trop de lumière, mais qui mériteraient en fait d'être mises en lumière. Est-ce qu'il y a une organisation que vous souhaiteriez citer justement pour la faire rayonner, du coup en raison de sa politique RSE? Est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête? MoveJ. Le MoveJ, moi j'ai été assez sensible au MoveJ et j'ai pas réussi à donner plus de temps que je n'en avais pour l'accompagner. Mais le MoveJ, c'est une structure de forme associative de mémoire qui organise le mentorat vers des entrepreneurs qui ont des profils. Alors il y a les entrep aussi, qui ont des profils soit classiques,
d'entrepreneurs, soit des profils d'entrepreneurs avec un peu plus de challenge parce qu'un contexte social ou économique plus difficile au départ et qui ont besoin d'être accompagnés. Et le MoveJ met en relation ces entrepreneurs avec des mentors qui bénévolement donnent du temps, suivent un peu de méthode pour pouvoir vraiment accompagner ces entrepreneurs. Et cette démarche-là me semble importante. Moi, je ne suis ce que je suis que parce que j'ai été accompagné à différents moments. Et très tôt dans ma démarche d'entrepreneuriat, je suis allé chercher des copains, des membres de mon réseau, des anciens élèves de mon école qui étaient devenus entrepreneurs eux-mêmes, et puis les membres du CJD. Enfin, j'ai toujours cherché à m'entourer et à m'inspirer de ce que les gens pouvaient me donner. On ne prend pas tout, et c'est correct. Mais voilà. Et donc le MoveJ a cette démarche, je trouve, au niveau national, que je trouve très intéressante et qui mérite, à mon avis, d'être soutenue. Et j'aimerais bien le faire plus, mais j'ai pas eu suffisamment de temps avec Covid. Moi, quand même, on a été extrêmement occupés de le faire. Mais j'ai accompagné moi-même, j'ai mentoré de jeunes entrepreneurs qui avaient envie de créer leur start-up différemment et qui l'ont fait. Top. Rémi de Merseman, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. Avec plaisir. Cet épisode du podcast Semblable vous a été présenté par moi-même, Julie, et par Rodolphe. Il est propulsé par la plateforme de l'inclusion. Semblable met en lumière l'action de personnes qui choisissent d'agir autrement et de placer l'humain au cœur de leurs actions. Si vous aussi vous souhaitez donner de la voix aux initiatives inclusives, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à croire en vous. Excellent, croire en vous. Comme mot de la fin, c'est je soutiens, je plus sois au maximum. Donc merci à vous deux pour cet entretien. Je suis ravi de l'échange et j'espère que ça a été éclairant. Ça l'a été. Merci beaucoup.